Mon père m'a envoyé un SMS glacial. Je te renie. Toute communication passera désormais par mon avocat. J'ai fixé les mots du regard. Puis j'ai répondu par un seul mot froid. D'accord. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à ma banque. J'ai systématiquement annulé tous les liens financiers que j'avais avec eux. Le virement automatique de 2 300 € pour le crédit immobilier. Le forfait mobile familial. La caution solidaire que j'avais signée pour son entreprise. 48 heures plus tard, ma mère m'a appelé en panique. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment, j'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Ma froideur n'était pas une phase, c'était une conclusion. 48 heures avant d'être renié, j'avais reçu la preuve. Mon oncle Bernard, le frère de mon père, m'a transféré une vidéo. Le message disait juste « Regarde ça ». Il a dû vouloir l'envoyer à quelqu'un d'autre. J'ai appuyé sur lecture. C'était une vidéo d'un dîner de famille chez mon père, un dîner auquel je n'avais pas été invitée. La caméra tremblait, mais les voix étaient claires. Ma tante Sandrine riait. Mon père, Philippe, tenait une bière. C'est une brave gamine, a dit mon oncle derrière la caméra. T'aider comme ça, a ricané mon père. Ce n'est pas une gamine. C'est un distributeur de billets, et un distributeur solitaire. Elle cherche tellement l'approbation qu'elle paierait pour l'air qu'on respire si je le lui demandais. Mon frère Thomas a renchéri. C'est franchement triste. Elle pense qu'envoyer de l'argent à papa la rend importante, mais elle reste juste, tu sais, Camille. J'ai vu mon père lever son verre pour porter un toast à son distributeur personnel. Ils ont tous ri. Je n'ai pas pleuré. En tant qu'auditrice financière, mon travail consiste à trouver la pourriture sous les livres de comptes impeccables. Et je venais d'auditer ma propre famille. Les chiffres étaient stupéfiants. Il y a 4 ans, l'entreprise de fourniture pour la restauration de mon père avait périclité. Il était à quelques jours de la saisie de la maison où j'ai grandi. Lui et ma mère, Valérie, m'avaient appelé en pleurant. Tu es la seule qui peut nous aider, Camille. Tu es la responsable. Alors je l'ai fait. J'ai accepté de couvrir les mensualités du crédit immobilier de 2 300 € chaque mois pendant 4 ans. J'ai fait le calcul de tête. Ça faisait plus de 110 000 €. Vous devez comprendre les chaînes invisibles du survivant. Quand vous grandissez en tant que bouc émissaire, vous apprenez que l'amour est transactionnel. Votre valeur se mesure à votre utilité. On ne vous donne pas d'affection. Vous gagnez une pause temporaire dans l'hostilité. Payer ce crédit n'était pas de la générosité. C'était une taxe. C'était le prix à payer pour la paix. C'était plus facile d'envoyer l'argent que de supporter les cris, la manipulation et la culpabilisation armée de ne pas se soucier de la famille. Je sais ce que vous pensez probablement. Pourquoi? Pourquoi faire ça si longtemps? Pourquoi les laisser vous traiter ainsi? Et la cruauté de la vidéo, c'était le piège de la cruauté normalisée. Dans les familles comme la mienne, chacun a un rôle. Thomas était l'enfant roi. Il ne pouvait rien faire de mal. Ses échecs étaient juste de la malchance. Mes échecs étaient des défauts de caractère. J'étais le bouc émissaire, celle qui existait pour absorber les problèmes de la famille et leur colère. Il n'était pas juste méchant. Il renforçait un système qui fonctionnait pour eux depuis 30 ans. Et j'en avais fini d'être leur banque. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 48 heures. Puis la panique a commencé. Il a sonné mardi matin alors que je versais mon café. Ma mère, Valérie. J'ai laissé sonner 3 fois, regardé son nom clignoter sur l'écran, puis j'ai répondu. J'ai mis le haut-parleur. Camille, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix n'était pas calme. C'était un cri aigu, mince d'incrédulité. La banque vient d'appeler ton père. Le prélèvement du crédit a été rejeté. C'est dû aujourd'hui, Camille. Tu dois arranger ça tout de suite. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle. J'ai été reniée, Valérie, ai-je dit, ma voix aussi plate que le plan de travail. Toute communication passe par mon avocat. Quoi?
Quel avocat? Camille, ne sois pas. J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement explosé. C'était une avalanche numérique de leurs sentiments de dû. Un SMS de mon frère Thomas. Tu es pathétique. Papa est ruiné à cause de toi. Tu as intérêt à arranger ça. Un autre de ma tante Sandrine. Ta mère est hystérique. Quel que soit le jeu puéril auquel tu joues, tu dois arrêter immédiatement et t'excuser. Jeu puéril. Il lisait encore l'ancien script. Il pensait que c'était un caprice. Il ne réalisait pas que j'étais une auditrice fermant calmement leur compte. Je n'ai répondu à aucun SMS. Je n'ai pris aucun appel. J'ai juste ouvert mon ordinateur. J'ai rédigé un nouvel email. Mes mains ne tremblaient pas. En tant qu'auditrice, j'avais envoyé des centaines de mails froids et factuels. C'en était juste un de plus. La liste des destinataires était longue. Toute ma famille élargie, mon oncle Bernard qui a envoyé la vidéo, ma tante Sandrine qui riait dedans, mes cousins, et surtout, j'ai ajouté plusieurs membres éminents de leur communauté, les mêmes personnes qui siégeaient au conseil de la mutuelle communautaire que mon père gérait. L'objet était simple, concernant le soutien financier pour Philippe. À tous, comme j'ai été formellement renié par Philippe dimanche soir, cet email est pour vous notifier que mon soutien financier continue à pris fin. Par souci de totale transparence, j'ai joint un grand livre du soutien que j'ai fourni au cours des 48 derniers mois, qui s'élève à 110 000 €. J'ai aussi joint une courte vidéo d'un récent rassemblement familial, qui, je pense, fournit le contexte nécessaire à ma décision. Cordialement, Camille. Pièce jointe 1, relevé paiement crédit syndicat PDF. Pièce jointe 2, dîner de famille, distributeur, MP4. J'ai regardé les pièces jointes, le tableau froid et dur, la vidéo chaude et humiliante, des faits et des sentiments. Mon doigt a plané sur la souris. Ce n'était pas juste la fin d'une dispute. C'était la détonation d'une réputation. J'ai pensé aux mots distributeur. J'ai pensé à eux en train de rire. J'ai cliqué sur envoyer. L'email a fait exploser la famille. La vraie, pas la version de façade que j'avais toujours connue. La première réponse n'a pas été une excuse. C'était une attaque. En quelques heures, j'ai reçu un email formel d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. C'était une mise en demeure. Elle m'accusait de diffamation, de harcèlement et de concurrence déloyale envers les activités de mon père. Elle disait que j'avais agi malicieusement. Elle menaçait d'un procès de 70 000 € à moins que je ne publie immédiatement une rétractation publique et des excuses formelles. Il menaçait de me poursuivre pour avoir exposé la vérité. Il pensait qu'un papier à en-tête effrayant suffirait à me faire ramper, supprimer le post et m'excuser. J'ai lu la lettre une fois, puis j'ai ri. Je n'avais pas seulement des soupçons. J'avais des preuves. Je n'ai pas eu peur. J'ai pris un avocat. J'ai transféré l'email à une avocate spécialisée en droit de la famille à Paris, une femme avec une réputation de requin. Je lui ai expliqué ma situation. Elle était pour le moins intriguée. Il bluffe, m'a-t-elle dit au téléphone. La diffamation exige que les déclarations soient fausses. Vous avez un tableau de 110 000 € et une vidéo d'eux admettant leur comportement. Ils n'ont rien. Je sais, ai-je dit, mais je ne suis pas juste ici pour me défendre. Je veux que vous lanciez une contre-enquête. En tant qu'auditrice, j'ai toujours eu des soupçons sur la comptabilité de mon père. Il prétendait toujours que c'était négligé. Je pense que la négligence était une couverture pour autre chose. À quoi pensez-vous? Il gère une petite caisse de solidarité médicale pour une voisine âgée, Madame Dubois. Elle se bat contre un cancer. La famille l'a mise en place et mon père s'est porté volontaire pour gérer les comptes. J'ai vu les papiers qu'il a remplis. C'est créatif. Mon avocate est restée silencieuse un moment. Je m'en occupe. Elle m'a rappelé 2 jours plus tard. Sa voix était grave. Camille, c'est exactement comme vous le soupçonniez, mais c'est pire. À quel point? Il n'a pas juste emprunté dans la caisse. Il l'a systématiquement détournée. Au cours des 3 dernières années, il a siphonné 55 000 € du fonds médical de cette femme, volant une patiente atteinte d'un cancer,
tout en prenant 2300 € par mois à sa propre fille. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était un crime grave. Les révélations ne se sont pas arrêtées là. L'email que j'avais envoyé avait réveillé des fantômes. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma cousine Chloé, la fille de tante Sandrine. Elle pleurait. Camille, a-t-elle chuchoté. J'ai vu ton email. J'ai vu la vidéo. Je dois te dire quelque chose. Je suis si désolée, Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos de ton père. Quand j'avais 17 ans, je suis restée chez vous. Tu étais partie à l'université. Il est entré dans ma chambre. Il était prédateur, Camille. Il a essayé. J'avais la nausée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai crié, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je l'ai dit à ma mère, ta tante Sandrine, le lendemain. Elle m'a dit que je devais me taire, que j'avais du mal comprendre, que je ruinerais la famille si j'en parlais à nouveau. Elle le protège. Ils le protègent tous. C'est pour ça qu'elle riait si fort dans cette vidéo. Elle est terrifiée par lui. C'était une conspiration du silence construite pour protéger l'homme au centre. Le dernier appel est venu 1 heure plus tard. C'était une femme nommée Isabelle, la meilleure amie de ma défunte mère. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Camille, ma chérie, a-t-elle dit, la voix pleine de chagrin. Je ne comprenais pas. J'ai vu la chaîne de mai. Ta cousine me l'a envoyée. Elle a fait une pause. Ta mère, elle serait si fière de toi. Tu as enfin fait ce qu'elle n'a jamais pu faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Philippe n'était pas juste un mauvais père, ma chérie. C'était un mari violent. Émotionnellement, financièrement, il l'a saigné à blanc. Il contrôlait chaque centime, rabaissait chaque décision. C'est pour ça qu'elle était toujours si malade. Je l'ai vu lui faire ça et maintenant je l'ai vu te le faire. Tu n'es pas le bouc émissaire, Camille. Tu étais juste la prochaine victime de son schéma de toute une vie. J'ai raccroché. J'ai enfin compris. Ce n'était pas une famille dysfonctionnelle. C'était une scène de crime. Et mon père était l'auteur. La nouvelle d'un détournement de 55 000 € du fonds médical d'une patiente atteinte de cancer ne reste pas secrète longtemps. Il a fallu environ 1 semaine pour que l'histoire éclate dans la communauté. Le nom de mon père était soudain partout, et pas de la manière dont il avait l'habitude. Mon frère Thomas, dans un élan de panique pur d'enfant roi, a fait la chose la plus stupide qu'il pouvait faire. Il a essayé de devancer l'histoire. Il est allé sur Facebook et a publié un long statut public incohérent. Je n'arrive pas à croire ce que ma sœur fait à notre famille, a-t-il écrit. Elle a toujours été jalouse, mais là c'est le pompon. Mon père est un homme bon. C'était elle l'auditrice. Elle avait accès à tous les comptes de ce fonds. Maintenant il manque 55 000 € et elle piège notre père pour voler sa maison. C'est elle qui a volé l'argent. Il pensait contrôler le récit. Au lieu de ça, il venait de confirmer publiquement le montant de 55 000 €, d'admettre que j'étais l'auditrice qui avait vu les comptes et de donner à la famille de la victime une nouvelle cible. La famille Dubois, les proches de la patiente atteinte du cancer, avaient été navrés et hésitants. Le poste de Thomas les a rendus furieux. Mon avocate m'a appelé cet après-midi-là. Vous n'allez pas le croire, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. La famille Dubois dépose une plainte pénale pour détournement de fonds et association de malfaiteurs. Ils n'ont pas seulement nommé Philippe, ils ont nommé Thomas aussi. Son post Facebook était, je cite leur avocat, un aveu public de son implication dans une dissimulation criminelle. La confrontation que j'attendais depuis toute ma vie n'est pas arrivée avec fracas. Elle est arrivée avec un coup désespéré à la porte. C'était 1 semaine plus tard. J'ai ouvert la porte de mon appartement et Philippe était là. Il semblait petit. Ce n'était pas le tyran de la vidéo. C'était juste un vieil homme terrifié. Il était mal rasé, ses yeux étaient rouges et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Camille, a-t-il dit, la voix brisée. S'il te plaît, ils vont m'arrêter. La police, ils parlent de fraude.
Tu dois m'aider. Tu es ma fille. Il se tordait littéralement les mains. Tu es l'auditrice. Tu peux arranger ça. Tu peux leur dire que c'était une erreur. Donne-moi juste de l'argent pour un meilleur avocat. S'il te plaît. Je l'ai juste regardé. L'homme qui m'avait appelé son distributeur. L'homme qui m'avait renié. Maintenant il se tenait sur mon paillasson à me supplier d'être son distributeur une dernière fois. Je n'ai rien dit. J'ai juste cherché dans mon sac et j'en ai sorti un papier plié. Je le lui ai tendu. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, ses mains tremblant en le dépliant. C'était une copie de la plainte pénale. J'ai regardé ses yeux parcourir la page, s'écarquillant de plus en plus jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur le deuxième nom listé comme co-conspirateur, Thomas. Tu devrais probablement donner ça à son avocat aussi, ai-je dit. Sa tête s'est relevée brusquement, son visage un masque de confusion et d'horreur. J'ai été renié, tu te souviens? Parle à mon avocat. J'ai fermé la porte. Le « d'accord » que j'avais envoyé à mon père était un mot calme, mais c'était l'acte le plus violent de ma vie. Il a déclenché une réaction en chaîne que personne, pas même moi, ne pouvait arrêter. L'effondrement n'a pas été un événement unique. C'était une série de démolitions contrôlées, chacune frappant un mur porteur de leur vie frauduleuse. D'abord, la bataille juridique. La menace de procès de mon père contre moi s'est évaporée au moment où mon avocate leur a envoyé le dossier sur son détournement de 55 000 €. L'affaire pénale, cependant, a avancé avec une vitesse brutale. Thomas, mon frère l'enfant roi, a été le premier à craquer. Face à une accusation de complicité, son arrogance a volé en éclats. Il a accepté un accord de plaidoyer. Il s'est tenu au tribunal et a témoigné contre son propre père, détaillant comment Philippe s'était vanté de gérer le fonds médical. Il s'est peint en victime, un fils qui suivait juste les ordres. Il a évité la prison ferme, mais la communauté l'a vu pour ce qu'il était, un lâche. Il s'est retrouvé avec une réputation ruinée et des dettes juridiques paralysantes. Puis vint Philippe. Sans son fils chéri pour le défendre et avec mes notes d'audit comme feuille de route de l'accusation, le procès fut une formalité. Il a été reconnu coupable d'escroquerie. Je ne suis pas allé au verdict. Mon avocate m'a dit qu'il avait pris 3 ans de prison ferme. Avec Philippe incarcéré et Thomas ruiné par ses propres frais d'avocat, la maison était la suivante. La saisie a été rapide. La banque a saisi la propriété, la maison que j'avais sauvée, la maison que ma mère aimait, et elle a été vendue aux enchères pour une bouchée de pain. Le nom de famille, autrefois source de fierté dans leur petite communauté, était maintenant synonyme de fraude et de trahison. Alors que leur monde implosait, le mien commençait enfin calmement. Une semaine après la condamnation de mon père, j'ai été convoquée dans le bureau de ma patronne. Je pensais que c'était à cause de la mauvaise presse, du drame familial. Au lieu de cela, elle m'a offert une promotion, directrice principale des audits pour tout le groupe hôtelier. Camille, a-t-elle dit. Je ne connais pas les détails de ce qui se passe dans votre vie personnelle, mais je sais que ces 2 derniers mois, vous avez géré une pression inimaginable avec une intégrité et un professionnalisme absolu. C'est le genre de leadership dont ce cabinet a besoin. Je suis sortie de son bureau, promotion en main, et je me suis tenue dans l'ascenseur en verre surplombant l'horizon de la défense. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas souri. C'était juste solide. Pour la première fois de ma vie, ma valeur n'était pas débattue par des hommes en colère à une table de dîner. Ce n'était pas une transaction. Ce n'était pas quelque chose que je devais payer mois après mois. C'était juste un fait écrit sur un nouveau contrat, dans un nouveau bureau, à un nouvel étage. Les comptes étaient enfin équilibrés. Je ne suis pas allée à la vente aux enchères. Je n'en avais pas besoin. J'ai entendu dire que la maison avait été vendue, celle que mes 110 000 € avaient gardée en sécurité pendant 4 ans. J'ai entendu dire que mon père avait purgé sa peine et avait été libéré. J'ai entendu dire que mon frère Thomas travaille dans un entrepôt maintenant, essayant de payer ses frais juridiques. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'aucun d'eux. Les comptes étaient enfin à l'équilibre. Ces 2 300 € par mois, ma taxe pour la paix, j'ai commencé à les investir en moi-même. C'est calme ici.
C'est un genre de silence différent de celui avec lequel j'ai grandi. Leur silence était une arme pleine de non-dits, de ressentiments et d'exigences. Ce silence, c'est juste la paix. J'ai commencé à écrire, pas seulement des rapports d'audit, mais mon histoire. J'ai commencé un petit blog, un endroit pour mettre mes pensées. Je l'ai appelé le grand livre du bouc émissaire. J'ai écrit sur la violence financière. J'ai écrit sur la culpabilité. J'ai montré aux autres comment garder leurs propres preuves, comment suivre le travail invisible d'être celle qui est responsable. La réponse a été immédiate, écrasante. J'ai réalisé que je n'étais pas la seule. Il y a des milliers de Camille dehors qui tiennent leur famille à bout de bras, payant un prix que personne ne reconnaît jamais juste pour avoir le droit de rester. Et si vous êtes l'une d'entre elles, si vous écoutez ceci en ce moment, cette dernière partie est pour vous. C'est une lettre à tous ceux qui se sont déjà sentis au bord, en marge de leur propre famille. Vous êtes celle qui envoie le premier SMS. Vous êtes celle qui se souvient des anniversaires. Vous êtes celle qui appelle juste pour prendre des nouvelles, et vous êtes celle qui écoute le silence à l'autre bout, sachant qu'ils ne vous appelleront que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. Vous êtes la réparatrice, la responsable, la pacificatrice. On vous a dit toute votre vie que votre gentillesse est votre plus grande force. Mais ils l'ont traité comme votre plus grande obligation.